Oui, il est clair qu'on ne va pas tout réinventer. Et que même s'il y a une cyclicité qui se produit, qui implique un certain nettoyage, un certain élagage, un certain déshabillage, un certain dépouillement, euh, la structure basique, elle se maintient. Il faut distinguer entre les additions passagères et une structure qui est, en quelque sorte, constituée une fois pour toutes. Et là, d'ailleurs, on retrouve cette dialectique du masculin et du féminin. Le masculin a raison de vouloir considérer comme purement temporaire tous les habillages que l'on peut proposer, et Dieu sait si le symbolisme zodiacal et planétaire et mythologique constitue un habillage dont l'astrologie peut parfaitement se passer, en tout cas qu'elle peut parfaitement renouveler. De la même façon, la structure même de l'astrologie, qui correspond en quelque sorte au corps humain dans sa nudité, cette structure de l'astrologie, elle reste immuable. Donc en ce sens-là, elle est féminine. Et elle est récurrente par-delà les différents habillages. Donc quelque part, les habillages, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la temporarité, du provisoire, mais ça existe. Et ça masque quelque part la structure de base. Mais il n'y a aucune justification à maintenir indéfiniment telle ou telle planète nouvelle qui viendrait s'ajouter au cycle saturnien. C'est tant est qu'on admet encore que le cycle saturnien soit central, ce qui n'est pas encore gagné. Mais on pourrait imaginer, par exemple dans le cas de Pluton, on pourrait imaginer par exemple que voilà, bon, ben, comme disait un de mes amis, un astrologue, il me disait eh bien oui, Pluton à un moment donné, il est entré et puis à un moment donné il est sorti, pourquoi pas? On se déshabille, on achète des habits, et puis on se déshabille, et puis un jour on les jette, et puis on en change. C'est pas un problème. On a l'impression que les astrologues ont le plus grand mal à distinguer entre le corps, la nudité des choses, et les habillages qui en sont faits, qui se sont plaqués par-dessus. Et ça, c'est aussi une fameuse question qui est celui de l'être et de l'avoir. Tout à l'heure, on parlait de cette tendance à attribuer à quelqu'un tout ce qui est en son territoire. Et je disais que absolument pas. Ce qui est sur son territoire, et même ce qui est entré en lui, en quelque sorte, qui est ancré en lui, ne lui appartient pas nécessairement. Ça peut être quelque chose qui lui est étranger. Extérieur, intérieur, intériorisé certes, mais quand même étranger. Qui a été constitué ailleurs par rapport à un autre esprit, dans une autre démarche que la sienne. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle ne soit pas là. De même que par exemple quelqu'un qui est un artiste incapable du moindre effort technologique, peut très bien avoir une télévision hyper perfectionnée, chez lui. Cette télévision qu'il a chez lui, ou cet ordinateur là par exemple, eh bien bon, et après? Est-ce que ça veut dire, est-ce que cet ordinateur qui est chez moi veut dire que je suis un informaticien, veut dire que je suis doué pour certaines choses? Non. C'est chez moi, c'est chez moi, et encore ça veut dire quoi? C'est dans mon espace, c'est dans mon espace. C'est pas dans mon être. Vous distinguez chez quelqu'un ce qui est dans son espace, dans son environnement, et ce qui est dans son être. Et souvent, on confond ces deux plans. Alors, effectivement, nous sommes en phase de carré rouge, comme je disais, et ça va durer encore un petit moment, puisque chaque phase correspond à 3 ans, mais malgré tout, on passe, la phase s'épuise bien avant malgré tout que on passe à une autre arête
Il y a certainement des phases intermédiaires, forcément, entre le bleu et le rouge. Ou entre le rouge et le bleu. C'est clair. Dans tout système, on part d'une binarité, le soleil et l'absence de soleil, et puis il y a aussi l'aube et le crépuscule, donc on arrive toujours à une structure de 4. Quoi qu'on fasse, on passe toujours du 1 au 4. C'est peut-être un rapport avec la Trinité des chrétiens. Parce que dans le 1 au 4, il y a toujours deux facteurs qui sont symétriques. Donc il y a les deux, il y a la nouvelle lune, la pleine lune, et puis le 3 et 4e qui sont les croissants de lune, les carrés de lune, les demi-lunes, et qui sont identiques, comme les équinoxes sont plus ou moins identiques, alors que les solstices sont fondamentalement différents. Donc le 4, c'est en fait un 3. Et, bon, ça je ferme la parenthèse, et comme je l'ai dit à maintes reprises, le métier d'astrologue doit évoluer. Lui, par contre, lui, au contraire, il n'est pas du tout établi, selon moi, et il doit évoluer dans la direction suivante, à savoir que l'astrologue, s'il doit rester ce qu'on appelle un astrologue, quelqu'un qui s'appelle astrologue, ne fera plus le même métier qu'avant. D'abord parce que il présentera l'outil astrologique à tous ceux et à toutes celles qui veulent se le procurer. Par le moyen de séminaires, pas de tête-à-tête, mais beaucoup plus de séminaires d'une journée, rassemblant par exemple 50 personnes. Voilà comment je vois l'astrologue de demain. Et c'est beaucoup plus intéressant et intelligent de travailler sur 50 personnes, puisque le système, lui, il est censé fonctionner pour tout le monde, donc tout le monde se retrouve, mais en même temps, on voit bien que à travers les mêmes systèmes, les gens ont un vécu différent. Donc c'est intéressant de... Parce que tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que c'était intéressant de remonter de la différence vers l'unité, mais c'est aussi intéressant de voir à quel point l'unité peut produire de la différence. Et qu'il est tout à fait vain de vouloir accéder à cette différence. Cette différence, elle est incontrôlable, elle est infinie, et elle dépend de tous les gens qui vont se servir de l'outil. Et même quand ils ne se servent pas de l'outil, de toute façon, cet outil ne fait que refléter ce qui se passe en réalité. Donc, de toute façon, l'outil, c'est la prise de conscience de ce qui existe. Et donc, effectivement, le métier d'astrologue n'est plus du tout désormais assimilable à celui d'un voyant. Le métier d'astrologue tel que je le vois pour les décennies à venir. Il n'y aura plus de confusion, parce qu'aujourd'hui, il faut bien dire les choses comme elles sont. Les astrologues ont beau se rebiffer quand on fait des rapprochements avec la voyance, mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, j'ai dit tout à l'heure pourquoi, parce que l'astrologie elle-même a des éléments de voyance, de divination, et parce que beaucoup d'astrologues combinent l'astrologie avec d'autres choses. Pas du tout, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Donc effectivement, qu'il y ait des séminaires de présentation de l'outil sur une longue période, par exemple d'un jour ou deux, et puis après chacun part avec son outil, le connaît comme quelqu'un partirait avec sa voiture. Et c'est ainsi que cet outil pourrait devenir très très largement accepté et utilisé par tout le monde. Et on verrait la fin, en effet, de ces astrologues qui disent qu'il faut 20 ans pour devenir astrologue, et qu'il faut aller les voir, et qu'ils vont nous expliquer ce qu'il y a dans les astres, et qu'ils vont garder l'outil pour eux-mêmes, etc., et qu'ils vont nous traduire ce qui est indiqué, etc. Bon, ça, c'est vraiment de l'histoire ancienne. En tout cas, c'est voué déjà à être de l'histoire ancienne. Alors, effectivement, c'est à ce prix-là que l'astrologie retrouvera
la place qu'elle a pu avoir dans certaines sociétés, mais au prix d'une considérable simplification. Mais cela dit, on voit bien à quel point nos contemporains sont rapides, sont prompts à adopter, à utiliser de nouvelles techniques, de nouveaux modèles. C'est pour ça que ça n'a plus aucun sens de parler de durée. C'est amusant cette notion de temporalité. Alors pour apprendre l'astrologie, il faut du temps, etc. Enfin, donc effectivement, il faut certainement du temps pour concevoir l'astrologie, pour la repenser, oui. Mais pour les gens qui veulent apprendre l'astrologie, enfin qui veulent apprendre comment servir l'outil astrologique, ça peut s'apprendre très rapidement. Maintenant, bien évidemment, avec le temps, ils pourront avancer, aller plus loin dans leur travail et dans leur application. C'est un autre problème encore. Donc effectivement, il faut bien s'imprégner de la période actuelle pour bien comprendre ce que c'est que la dynamique rouge, qui fait valser les leaders, valser les chefs, et qui fait que les femmes, notamment, se mettent en avant, souvent de façon, disons, un petit peu problématique, mais enfin, mettent en avant les torts des hommes qui ont voulu les violer, qui les ont maltraités. Et c'est une période où ces valeurs-là, ces valeurs de lèse-féminité, sont décisives. Et comment se peut-il qu'elles soient décisives alors qu'à d'autres périodes, bien évidemment, il y aura des chefs, il y a des chefs, et ces chefs, ils ont le droit de cuissage, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, du moment qu'ils mènent leur peuple sur la bonne route, et sur la route de la victoire, de préférence. Voilà, il y a des gens qui croient que des temps nouveaux sont arrivés, alors ils risquent fort de déchanter. Hein, oui. Quelque chose qui va durer 3 ans, ça devient une nouvelle ère. Mais ça me scandalise totalement, ce manque de proportion dans les choses. D'ailleurs, toute forme de linéarité, les temps nouveaux, tout ça, ça me paraît extrêmement suspect. En astrologie, il n'y a pas de temps nouveau. Il y a un cycle qui intègre lui-même de la nouveauté, mais une nouveauté sur 3 ans et demi, 7 ans, c'est pas vraiment un cataclysme. Hein. Donc, dans quelques années, dans 3-4 ans, on reviendra certainement à des personnages providentiels. Le cas de la France est intéressant d'ailleurs. Je n'ai pas étudié de très près, mais c'est vrai qu'on a le retour de De Gaulle, par exemple, c'est tout à fait remarquable. Une espèce de présence assez charismatique de De Gaulle dans les années 40, pendant la guerre, à la Libération, et puis après, tout à fait autre chose, la 4ème République, avec ses problèmes, et puis le retour de De Gaulle. Ben, tout est retour, en fin de compte, tout est retour. Ce qu'on croit appartenir au passé définit aussi l'avenir. C'est la récurrence. À ce propos, cette notion de récurrence est une notion qui n'est pas totalement évidente pour l'esprit humain. C'est pas si facile de penser la récurrence. C'est-à-dire de penser, d'abord probablement parce que beaucoup de gens ont le plus grand mal à voir des éléments communs entre les événements distants dans le temps et dans l'espace. Ça aussi, c'est une sorte d'infirmité. Tout est pour eux différent. Du moment qu'il y a un habillage différent, ils ne reconnaissent pas. Donc il faudrait quand même être capable de reconnaître un certain style, un certain type d'événement à travers différentes époques et à différents pays. En ce qui me concerne, je pense que le monde n'a absolument pas changé depuis des millénaires, ou que ce qui a changé n'a pas changé, enfin, plus exactement, le monde a peut-être changé, mais il
il y a des choses qui sont complètement immuables. Enfin, immuables, c'est une façon de parler. Il y a des cycles récurrents, mais qui sont une récurrence immuable. Et cette récurrence immuable est beaucoup plus intéressante pour l'astrologie que les éléments nouveaux. Et surtout, il faut éviter d'expliquer ces éléments nouveaux par l'astrologie. Alors là, ça c'est vraiment le comble de la bêtise. Que ce soit l'ère du Verseau, que ce soit les nouvelles planètes, ou je ne sais quoi. Non, faut exagérer. Effectivement, moi je pense toujours à cette formule nul n'entre ici. Enfin, la nécessité d'être géomètre, d'être philosophe, d'être quelqu'un qui a un sens de la formule. Le succès notamment de certains ouvrages d'astrologie ou de certains programmes d'astrologie, c'est justement ce sens de l'abstraction qui permet de dire des choses générales, mais que chacun va pouvoir intégrer et utiliser pour lui-même. C'est ça qui me paraît merveilleux dans l'histoire de l'humanité, c'est cette espèce de... la diversité dans l'unité, en quelque sorte. L'unité dans la diversité. On peut penser que si on se transpose dans 3 ans, par exemple en 2015, par exemple, 2014, 2015, on va avoir de nouvelles constructions supranationales, de nouveaux accords internationaux, de nouvelles ententes internationales qui vont tenter, avec plus ou moins de bonheur, de constituer des entités assez puissantes. Et autour d'idéologies qui ne seront pas les idéologies du passé. Nouvelles religions, nouvelles doctrines qui peuvent s'exporter. Comme le communisme a pu s'exporter, comme les idées de la Révolution française ont pu s'exporter, et qui vont transcender les différences religieuses, socio-religieuses. On pense tout de suite au cas d'Israël, qui a bien du mal à se situer et à se faire accepter par les autres États, parce qu'il a des revendications qui sont problématiques, en fait. Cette notion d'État juif, par exemple, Judenstaat de Herzl, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On se le demande. On se le demande. Parce que d'un côté, le projet sioniste nous apparaît comme un processus de rassemblement, donc de pan-judaïsme, on dirait comme on dirait un pan-germanisme ou un pan-hispanisme, c'est-à-dire de rapprocher et de réunir tous ceux qui ont ce point commun, par-delà les différences qui peuvent exister sur le plan religieux, sur le plan économique, politique, par ailleurs. Et donc, par conséquent, effectivement, l'idée de rassembler toutes les diasporas juives dans un même lieu, c'est quelque chose qui, effectivement, par son caractère même artificiel, par certains côtés, est typiquement de sensibilité bleue, par le fait du rassemblement. En revanche, en phase rouge, on ne sait pas très bien, en fait, en vérité, parce que la phase bleue, normalement, est une phase qui dépasse, qui transcende, qui abolit les clivages et les cloisonnements, mais en même temps, évidemment, elle est en contradiction avec cette idée d'homogénéité du peuple. Donc là aussi, on a une dialectique. Parce que les Juifs se rassemblent, mais tout en étant différents, parce qu'ils viennent de différents pays, de différents territoires. Donc là, on est quelque part quelque chose qui est typiquement rouge. Mais en même temps,
en plus, ce rassemblement se fait par rapport à une terre qui est historiquement la leur. Ils ne vont pas ni vers l'Argentine, ni vers tout autre pays qui pourrait leur proposer, comme ce qu'on a appelé à une époque l'Ouganda, et en Afrique. Et donc, effectivement, il y a un balancement qui est tout à fait normal entre bon, de toute façon, il est clair que les Juifs ont plus de chances de se faire accepter en tant qu'État en Israël en face bleue qu'en face rouge. Les phases rouges sont des phases qui favorisent davantage, malgré tout, le pan-arabisme, mais qui favorisent aussi le pan-judaïsme. La guerre des 6 jours, par exemple, a été un creuset, un élément extraordinaire pour les Juifs du monde entier, en 67. Mais en même temps, ça a été l'époque où Nasser rassemblait les forces vives du monde arabe contre Israël. Donc c'est à double tranchant. Mais la phase bleue, ça a aussi été la phase de Camp David et de l'arrivée de Sadat à Jérusalem, etc., à la Knesset. Donc, effectivement, il y a une logique phase bleue, qui est une logique où l'on dépasse les cloisonnements primaires, alors que la logique rouge est très primaire, finalement, très primaire, très viscérale, quelque part. Et donc elle divise. La tour de Babel, c'est pas tellement elle qui a divisé les peuples. Si les peuples étaient divisés, la tour de Babel aurait pu les unifier, mais en détruisant la tour de Babel, on rend les peuples à leur différence. N'est-ce pas ? Il ne faut pas se tromper au niveau de la signification du mythe. À propos de mythe, l'astrologie des 2 carrés que je prône est une astrologie qui laisse des traces, à mon avis, qui se trouve ces traces dans la Bible. Et notamment le nombre 7, très important, aussi bien pour la... Alors c'est aussi bien, ce nombre est un nombre à la fois lunaire et saturnien. Il est très important, aussi bien que le nombre 3,5, qui est la moitié de 7, et que l'on trouve dans un certain nombre de textes prophétiques du canon biblique, comme l'Apocalypse de Jean pour le Nouveau Testament et le livre de Daniel pour ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, l'Ancien Testament. Et effectivement, 3 ans et demi, c'est la moitié de 7. À mon avis, on devrait couper la semaine en deux périodes de 3 jours et demi. Donc, une demi-heure, oui, c'est ça. Et on retrouve cette notion de 3 ans et demi, ou de 1260 jours, qui correspond à 3 ans et demi en gros. On retrouve cela, bien entendu, dans l'astrologie, telle que je la considère. Mais on retrouve aussi les 7 années de vaches maigres, de vaches grosses, grasses, dans le songe du pharaon interprété par Joseph comme signifiant 2 séries de 7 années. Mais on trouve aussi dans l'évangile la notion d'un Satan qui serait déchaîné, désenchaîné, et ça nous ramène au cycle rouge, à la phase rouge. Parce que la phase rouge, quelque part, c'est, bon, on peut pas exagérer la formule, mais enfin, c'est quand même une phase assez satanique, puisque elle comment dirais-je, elle correspond à une sorte de déchaînement, cette fois-ci, véritablement,
des populations, mais dans des déchaînements très, très chauvins, quelque part, très replié sur lui-même, et peu apte à accepter une présence étrangère, et encore moins des accords avec des puissances étrangères. Et bien justement, comme je disais tout à l'heure, la phase bleue introduit une toute autre tonalité, c'est un contrepoint, si on peut dire. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est le dépassement des frontières, le débordement des frontières qui est la clé de la phase bleue.